Bienvenue sur le plateau TV du City by Simi. On se retrouve pour une table ronde. On va parler démarches et certifications. On va voir comment elles peuvent permettre d'accélérer la transformation de l'immobilier à l'heure du défi climatique, transformation à l'échelle des quartiers, des territoires. On va parler de 3 enjeux clés avec nos invités carbone, biodiversité, santé. Une table ronde montée grâce à l'expertise de l'équipe Harp Astrance. Ils sont tous là. Merci. Enfin, tous là. Quelques représentants, est-ce qu'ils sont nombreux chez Harp Astrance? Merci d'être avec nous, Gwenaëlle Chabroulet. Vous êtes directrice générale adjointe d'Harp Astrance. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là également à Vitaly Caplin. Bonjour. Directeur du développement et stratégie environnementale. On a avec nous aussi Jérémy Durand, chef de projet écologue. Bonjour. Et avec nous, Léna Lockwood. Bonjour Léna Lockwood. Bonjour. Vous êtes responsable de l'offre confort, santé et bien-être chez Harp Astrance. Alors avant de rentrer dans le vif de notre débat, on va voir avec Gwenaëlle, qui est Harp Astrance en quelques mots. En quelques mots. Donc merci beaucoup de nous inviter sur ce plateau. Je suis très heureuse d'être là et d'être entourée de nos experts qui vont vous parler carbone, biodiversité et santé. Donc quelques mots, quelques images sur Harp Astrance. Donc notre raison d'être, et vous voyez qu'elle est en lien avec les sujets qui sont traités au City by Simi, c'est créer ensemble un immobilier et des villes à impact positif. Le City by Simi, c'est notre 2e année, on était parrain, donc on a accompagné le lancement de ce nouveau format pour le Simi l'année dernière. Et la raison pour laquelle être au City by Simi, ça a du sens pour nous, c'est que nous croyons que même si nous travaillons sur l'immobilier, l'échelle de l'îlot, du quartier et du territoire sont essentielles pour répondre aux défis que nous avons à traiter. Nous accompagnons tout type d'actifs à différentes échelles, celle de l'aménagement intérieur, du bâtiment, du quartier, du territoire, de l'éco-paysage, sur des sujets qui vont des stratégies jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle et la certification des actifs, en travaillant également sur les aspects de due diligence ou d'audit. Aujourd'hui, on a besoin de savoir où on en est et pouvoir prendre les bonnes trajectoires sur les différents sujets. Nous avons une équipe de 100 collaborateurs. Nous sommes basés à Paris avec une ouverture d'une agence à Lyon qui ne saurait tarder puisqu'il s'agit de quelques jours maintenant qui nous séparent de cette nouvelle belle aventure. Et donc nous avons 4 métiers pour une réponse globale. Des métiers autour du conseil en immobilier, de la programmation et de l'AMO. Un 2e métier autour de l'ingénierie environnementale. Un 3e autour de l'écologie urbaine. Et enfin l'aménagement intérieur et le design des espaces intérieurs. Notre équipe, ce qui la mobilise, qui l'enthousiaste tous les jours, c'est d'apporter des réponses sur au moins 3 de ces sujets qui sont là écrits sur cette slide. C'est contribuer au rééquilibrage du vivant. Il en était question hier autour d'une conférence que nous avons donnée, que vous pouvez retrouver en replay, sur le vivant, l'allié de la sobriété. Concrétiser l'évolution des modes de vie par l'immobilier. Il nous semble que l'effet miroir entre mode de vie et ville et immobilier est essentiel. Et enfin agir pour la redirection écologique du secteur, à savoir que au-delà de projets et de feuilles de route incrémentales, il faut qu'on trouve des façons de faire des changements qui sont des changements plus structurels. Donc je vous remets là encore une dernière fois notre raison d'être auquel on tient beaucoup, créer ensemble un immobilier et des villes à impact positif. Merci Gwenaëlle pour la présentation de ces missions d'Harp Astrance. On va rentrer maintenant dans le vif de notre sujet. On va parler de la transformation à l'échelle des quartiers et des territoires. Et ma première question, elle est pour vous, Gwenaëlle. À votre sens, quels sont les défis majeurs auxquels les quartiers sont confrontés et auxquels ils peuvent contribuer ? Alors, pourquoi l'échelle du quartier nous intéresse, c'est que pour nous, c'est une maille en termes d'espace et de temps qui nous semble vraiment nécessaire pour favoriser des habitudes qui nous mettent en face avec un certain nombre d'enjeux, qui sont les enjeux dont on a beaucoup parlé au CIMI et dont on parlera encore, j'espère, l'année dernière et les années prochaines, puisqu'on n'aura pas fini notre travail tous ensemble sur ce sujet, qui sont le sujet du carbone, de la biodiversité et de la santé. Et c'est la raison pour laquelle sont autour de moi nos experts sur ces sujets. Je crois qu'on a besoin d'expertise, on a besoin d'énergie et d'enthousiasme sur ces aspects. Et donc, je pense qu'ils vont pouvoir vous faire partager ces éléments. Eh ben, on va échanger avec vos experts, Vitaly notamment. On va discuter avec vous de ces villes qui doivent se repenser pour s'adapter aux conséquences du changement climatique. C'est ça l'enjeu pour ces villes, ces territoires ? Oui, effectivement, parmi les défis majeurs qu'on a aujourd'hui, il y a forcément ceux qui sont liés à l'énergie et au carbone. Et c'est vrai que, usuellement, on s'attaque souvent à ces problématiques par l'échelle du bâtiment.
où il y a un certain nombre de leviers qu'on est capable d'actionner, mais le fait de prendre un petit peu de recul et de travailler à l'échelle du quartier et de la ville, en fait, ça ouvre énormément de possibilités de par les synergies entre les différents bâtiments. Et dans les défis majeurs auxquels on s'attaque, il y a le défi du changement climatique de manière assez générale, avec là-dessus une double vision, une vision d'atténuation. On diminue au maximum notre impact. Ça passe par diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, nos consommations d'énergie, nos consommations d'eau, notre utilisation des terres, des ressources, etc. Donc il y a un enjeu de sobriété qui est très fort. Et puis il y a un enjeu d'adaptation aussi, donc face au changement climatique, par exemple les vagues de chaleur, mais pas que, tous les risques et problématiques qui vont se poser à nous. Et là-dessus, le quartier, avec sa vision un peu d'ensemble, elle apporte un certain nombre de solutions. Le fait de pouvoir considérer l'ensemble des bâtiments entre eux, leur orientation, des bâtiments qui font les ombres les uns sur les autres, le fait de pouvoir bénéficier d'un réseau, par exemple, de chaleur, d'électricité, etc., qui rend l'ensemble plus résilient et plus économe aussi en ressources. Le fait de pouvoir travailler sur l'aérolique, sur les flux d'air, par exemple, entre les différents bâtiments, pour minimiser les effets des vagues de chaleur, sont autant d'effets qui se mesurent, qui se travaillent à l'échelle du quartier et de la ville, et pas seulement à l'échelle du bâtiment. Autre enjeu, c'est la réduction de notre empreinte foncière. On ne construira plus comme on a construit jusqu'à présent. On va arrêter de grignoter sur la campagne, sur les terres. C'est ça l'enjeu aussi, Jérémy. Oui, tout à fait. D'un point de vue biodiversité, on a vraiment ce défi de réduction d'empreinte foncière, de préservation de la biodiversité déjà existante et de notre renaturation, quand on vient renaturer des quartiers. L'échelle quartier aussi, elle est très intéressante d'un point de vue de biodiversité. On parle d'espèces qui se meuvent. Et l'idée, tout ça, c'est bien sûr que la ville soit support de biodiversité, mais qu'elle soit surtout transparente pour la biodiversité, qu'elle puisse la traverser facilement. Et les thématiques qu'apporte Vitali sont complémentaires aux thématiques de biodiversité. On parlait de réseau, la gestion des eaux pluviales par des solutions fondées sur la nature sont des choses qui mettent en avant à la fois l'aspect biodiversité et l'aspect climatique. Christine Lagarde le disait, climat et biodiversité sont les faces d'une même pièce. Et je pense qu'il y a peut-être l'aspect santé aussi qui est à prendre en compte. Oui, c'est un sujet dont on ne parle pas suffisamment. Et Léna, on a envie de vous entendre sur le sujet parce qu'on parle de carbone, de sobriété, d'emprise foncière. Mais il y a la santé publique. Tout à fait. Effectivement, donc il est reconnu par l'OMS, par exemple, que l'urbanisme est un déterminant de santé. Juste ce mars dernier, Santé publique France a même publié un dossier consacré au sujet de l'urbanisme et ils ont constaté que l'urbanisme était un déterminant de santé connu et aussi sous-estimé et pas suffisamment bien pris en compte. Donc pour citer quelques défis auxquels on fait face, on peut penser par exemple à la pollution de l'air, au manque d'activité physique, à l'isolement social, aux nuisances sonores, au manque d'accès aux soins. Donc ce sont tous des facteurs de risque auxquels nous pouvons répondre. Bon, on a bien identifié les sujets. Maintenant, la question qu'on va se poser ensemble, c'est quel levier activer pour transformer. Donc parmi les leviers à activer, Jérémy, vous avez identifié plusieurs. Qu'est-ce qu'on peut mobiliser? Est-ce que vous avez des exemples concrets? Oui, j'évoquais les solutions fondées sur la nature, qui sont des solutions où, au lieu de créer des choses qui font appel à du béton, donc là on a aussi le lien avec le carbone, on va prendre des solutions fondées sur la nature qui font appel aux services écosystémiques que vont rendre la nature. Un exemple très concret, la gestion des eaux pluviales qui peut se faire par la mise en place d'espaces végétalisés. On a eu le cas, par exemple, on a accompagné Grand Paris Aménagement sur la ZAC d'Aéroliance où il y a une restructuration d'un bassin versant et vraiment une gestion 100% en extérieur des eaux pluviales qui était en lien avec tout le réseau de mobilité douce, donc des pistes cyclables, des noues à proximité, tout ça pour éviter d'avoir des structures pour gérer les eaux pluviales et que ça se fasse finalement naturellement. C'est toujours intéressant, un bon exemple, la gestion de l'eau. On a aussi accompagné sur le développement d'un outil développé par le Prieuré sur l'écoquartier fluvial de Pichet, un système de rétention d'eau de pluie en toiture qui permettait d'avoir finalement une toiture qui ne rejette pas d'eau dans les réseaux, mais qui les gère eux-mêmes par un système de végétalisation. Donc on vient de voir les leviers techniques avec vous, Jérémy. On va voir avec Vitali quels sont les autres leviers. Il y a la question des usages aussi qui peut être intéressante.
Oui, alors déjà les leviers techniques au niveau énergie carbone, il y en a bien sûr aussi, mais le côté usage, il y a un côté que justement c'est un levier que le quartier nous permet d'avoir beaucoup plus que l'échelle du bâtiment. Et aujourd'hui, avoir un quartier qui se veut par exemple bas carbone, puisque c'est un peu le sujet principal, c'est aussi un quartier où les différentes activités doivent se décarboner toutes et aider à se décarboner l'une l'autre. Donc forcément, il va y avoir le logement, est-ce qu'on fait dans le logement et nos consommations énergétiques. Il va y avoir le transport, donc les mobilités qui vont nous permettre de rejoindre les différents centres d'intérêt, donc les commerces, le bureau, etc. Il faut une offre de commerce qui soit suffisante pour permettre aux gens de ne pas prendre leur voiture pour aller au centre commercial qui se situe à 15 km de là, mais plus d'avoir accès à leur boulangerie, leur épicerie, etc., qui est à proximité, ou une place de marché. Et donc, à l'échelle du quartier, quand on réfléchit, quand on est aménageur et qu'on propose une programmation de quartier, on a besoin de réfléchir à l'ensemble. On a la chance de pouvoir réfléchir et de pouvoir proposer des leviers qui sont directement liés à l'usage et qui sont importants et qui font que l'empreinte carbone de la personne qui habite un quartier, c'est pas juste l'empreinte carbone de ses consommations énergétiques et de l'usage de son logement, mais c'est aussi toute celle des services qu'elle utilise qui sont autour. Et ça, dans les phases conception, ça demande de mobiliser un écosystème d'acteurs qui ne se parlent pas forcément aujourd'hui. Et ça, c'est l'échelle du quartier qui est vraiment le centre de cette discussion. Voilà, donc on a bien identifié ces différents leviers. Merci beaucoup. Maintenant, la question qu'on se pose, voilà, c'est qui c'est qui les active, ces leviers, quelle gouvernance Gwenaëlle, qui transforme aujourd'hui de multiples acteurs? Alors, peut-être la première chose que je vais évoquer, c'est que chacun, Léna n'a pas eu l'occasion de prendre la parole sur cette question, mais il y a des leviers multiples aussi pour favoriser un urbanisme favorable à la santé. Et l'ensemble des défis, qu'ils soient évoqués par Jérémy, par Vitaly ou par Léna, ils se conjuguent et on peut tout faire et c'est réalisable qu'ils ne se contredisent pas. Donc, quand on travaille bien un projet de quartier décarboné, on travaille à ce qu'il soit plus favorable à la biodiversité et qu'il soit plus favorable, par exemple, aux mobilités douces, donc soit favorable aux activités physiques, qui est un des sujets mis en avant par Santé publique. Quand on travaille bien le sujet de la biodiversité, là aussi, on trouve des solutions pour stocker, on trouve des solutions pour mieux gérer les effets du réchauffement et des îlots de chaleur urbains. Donc avoir un projet qui intègre l'ensemble de ces problématiques, généralement, au début du projet, c'est plus facile. Et en mobilisant les bons acteurs au bon moment, c'est une condition de succès pour pouvoir atteindre ces enjeux. La question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de la gouvernance de ces projets qui intègre les enjeux et les problématiques des aménageurs, des collectivités, des promoteurs, des exploitants, de manière à pouvoir développer un écosystème de services, de commerce, et chercher des co-bénéfices aux différents niveaux pour les utilisateurs et les usagers finaux. Donc on a besoin d'avoir des nouveaux outils. Ces outils, tout à l'heure, je pense qu'on en parlera, ce sont des nouveaux indicateurs. Ces outils, ce sont des référentiels qui aident à mettre tout le monde sur une même route, une même feuille de route pour un projet commun. Et c'est ce sujet du projet commun et du partage, je pense, qui est au cœur de créer ces nouveaux quartiers qui seraient des nouveaux quartiers plus sobres, plus résilients, plus favorables à la santé, à la biodiversité et au prendre soin de manière générale. Pour nous, cette notion du care et du prendre soin de la planète pour prendre soin de nous, vivants humains et aussi les vivants non humains, est essentielle. Vitaly l'a évoqué, c'est-à-dire qu'on voit vraiment le bâtiment et encore plus le quartier comme une plateforme autour de laquelle faire travailler tout le monde ensemble pour que la mobilité, les services, le soin puissent contribuer à ces nouveaux quartiers et ces quartiers existants. On ne l'a pas encore beaucoup évoqué, mais pour nous, un des grands enjeux, c'est comment transformer les quartiers existants, qui là, en termes de gouvernance, est encore plus compliqué et de partage de valeurs est encore plus compliqué. Donc c'est ces nouveaux systèmes qui sont à créer, de nouveaux partages de valeurs et de nouvelles gouvernances des projets. Voilà, et la co-construction, vous l'avez dit, qui est extrêmement importante. Et la feuille de route, on va s'arrêter sur ce sujet pour parler des démarches et certifications. Quelles sont les nouveautés dans le domaine des référentiels? Parce que ça bouge beaucoup, hein. Alors ça bouge beaucoup. On a des nouveautés. Cette année 2022 a permis de voir le jour, soit encore en démonstrateur et en pilote, soit en sortie réelle et en publication récente. Donc je pense que Vitaly nous évoquera tout à l'heure le BBCA quartier qui a maintenant quelques jours, qui était très attendu. Je pense que Jérémy nous évoquera le Biodiversity Ready.
qui est encore en cours de pilotage, mais qui sortira dans quelques semaines ou quelques mois. Et Léna vous évoquera également un référentiel qui s'appelle le référentiel WELL, qui est un référentiel qui nous vient des États-Unis, qui était très déployé en France sur la partie des bâtiments et qui, j'espère, connaîtra une jolie courbe également sur la partie des quartiers. Après, on n'oublie pas tous les autres référentiels qu'on utilise et qui existent déjà, et d'autres initiatives comme QDM et QDF, qui sont les quartiers durables franciliens et méditerranéens, qui là aussi offrent des ressources intéressantes pour les équipes projets. Atteindre la certification, le label, l'épingle sur l'épaule, c'est peut-être pas toujours évident d'un point de vue économique, qui n'est pas toujours non plus dans l'esprit des porteurs de projets, mais dans tous les cas, ça offre des feuilles de route très intéressantes pour les équipes. Alors on va parler donc de ces labels. Donc on commence sur ces questions de carbone, de bas carbone, donc avec le label BBCA qu'on connaît sur la construction. Il y a eu le label BBCA sur l'exploitation et maintenant arrive en 2023 un BBCA quartier. Donc là on est à l'échelle d'un quartier, donc ça englobe plusieurs bâtiments. C'est quoi l'idée ? Absolument, donc l'idée c'est vraiment de regarder le quartier dans son ensemble, et ce qui est un peu novateur et révolutionnaire avec le BBCA quartier qui est donc sorti au 1er décembre, donc c'est des nouveautés toutes fraîches, toutes belles qu'on vous délivre là, c'est ce côté, en fait c'est le périmètre, parce que quand on fait un bilan carbone de manière générale d'un bâtiment, d'une entreprise, etc., se pose toujours la question du scope, quel périmètre est-ce qu'on prend. Et là, on a un double scope, on a un périmètre qui serait plutôt aménageur, on va dire, avec forcément l'énergie, les produits de construction, les bâtiments, etc., les déplacements quotidiens, les espaces publics, notamment les thématiques qui sont liées à l'artificialisation des terres. Et puis, il y a le périmètre usager, à proprement parler. Donc, quand on est habitant d'un quartier, on porte sa propre empreinte carbone qui est liée aux déplacements longue distance qu'on peut faire, y compris pendant les vacances qu'on a, les services qu'on utilise, notre alimentation, les biens qu'on acquiert, etc. Et le BBCA Quartier propose de prendre l'ensemble de ces éléments-là, et notamment grâce à un nouvel outil qui est sorti de pair avec le BBCA Quartier, qui s'appelle Urban Print, qui est un outil d'aide à la conception, qui peut se utiliser très en amont, même avant les phases de création de ZAC, si on parle d'une ZAC par exemple, par les collectivités, et ensuite par les aménageurs. Un outil que je pense avoir un potentiel absolument gigantesque, qui est sorti aussi récemment, sur lequel on a été formé il y a 2-3 semaines, tout au plus. Et qui est donc un outil vraiment d'aide à la conception et qui permet de mesurer cette empreinte carbone à la fois sur le périmètre aménageur, donc les bâtiments, ce qu'on commence à bien savoir faire, mais aussi qui induit des réflexions du type, voilà, dans un quartier, si on construit une école bas carbone pour le public, les enfants qui seront présents dans le quartier, on diminue par défaut l'empreinte carbone de ces écoliers. Et à l'inverse, si on fait un quartier dortoir avec un bassin d'emploi, d'activité qui va être plutôt lointain, en fait, on va augmenter l'empreinte carbone de ces habitants du quartier. Et ensuite, on peut du coup se ramener à la fameuse empreinte carbone par habitant. Donc actuellement, on est à 10 tonnes de CO2 par habitant environ. Et l'objectif, c'est d'atteindre 2 tonnes, de diviser par 5, sur les deux leviers, le périmètre aménageur et le périmètre usager. Et la nouveauté un peu de ce label et de ce logiciel, c'est de permettre d'actionner ces deux leviers en même temps. Voilà, donc pour la construction bas carbone, on voit que ça évolue, ça bouge d'ailleurs. Sur le BBCA carbone, on en est à la 4e version, donc c'est tout le temps en évolution. Parlons de la biodiversité, là aussi, je crois, Jérémy, il y a des nouvelles certifications qui arrivent ? Oui, il y a des petites nouveautés. Il y a le CIBI qui va lancer le Biodiversity Ready, donc le label à l'échelle quartier pour l'intégration des sujets de biodiversité et aussi de biophilie, donc cette relation homme-nature. Qui est aujourd'hui en phase pilote, qui a été testé sur des projets pilotes et qui sera livré été 2023. Et l'idée, c'est vraiment il y a quelques innovations, enfin des innovations en tout cas de prise en compte dans ce label. C'est la prise en compte de toutes les trames. On connaît bien les trames bleues, les trames vertes. Dans ce label, on va traiter aussi des trames brunes, donc la continuité des sols, trames noires, continuité des espaces non éclairés, et trames blanches, des continuités sans bruit. Il y a aussi l'intégration d'un indicateur BiodiFstrict qui a été développé par Vinci pour avoir une mesure de la valeur écologique d'un quartier, donc ça qui est assez intéressant, qui permet de comparer les quartiers entre eux, de comparer des schémas et d'être un outil de prise à la décision. Et l'idée, c'est aussi c'est cher au CIBI de développer à la fois la biodiversité, mais faire, et ça va peut-être faire le lien avec les nouveautés évoquées par Léna sur santé bien-être, le label Biodiversity Ready prend en compte tout ce qui est usage, exploitation en phase pour le quartier. Voilà, l'idée, c'est pas juste de mettre de la biodiversité, c'est de sensibiliser et de créer du bien-être. Voilà, donc on a parlé de certification carbone, certification biodiversité, et donc en effet, on en parlait à l'instant, il existe aussi des démarches santé.
bien-être. Tout à fait. Donc, comme le disait tout à l'heure Gwenaëlle, il y a une certification qui s'appelle Well Community, qui est une version de la certification Well, que vous connaissez peut-être, qui s'applique à l'aménagement des quartiers et qui se décline en 10 thématiques, tous qui répondent aux enjeux de santé publique. Je peux vous parler par exemple d'un projet à Luxembourg qui s'appelle Rootlands, développé par Eco Real Estate, projet que nous accompagnons. Par exemple, dans les stratégies qu'ils ont mises en œuvre, ils ont travaillé beaucoup sur la notion d'activité physique et de qualité de l'air intérieur, deux sujets qui vont de main en main. Donc, ils ont créé dans ce quartier, ils ont pensé justement les chemins piétons, les mobilités douces pour favoriser justement le déplacement à pied, en trottinette, en vélo. Ils ont travaillé sur l'accès au transport en commun et évidemment ça a un impact sur la qualité de l'air extérieur et en plus ils vont mettre en place des panneaux d'affichage de la qualité de l'air extérieur en temps réel. Donc par exemple si quelqu'un veut aller faire une course à pied, il va pouvoir regarder le panneau et se dire en fait aujourd'hui c'est peut-être mieux que j'aille faire ma course à pied en intérieur où l'air extérieur arrivera déjà filtré. Un autre exemple de stratégie qu'ils mettent en œuvre dans ce quartier, c'est l'agriculture urbaine. Donc sur les 10 hectares, ils vont consacrer 8000 m² de terrain à l'agriculture urbaine. Et cette agriculture urbaine, elle sera animée par un prestataire externe qui va justement donner la possibilité aux occupants, enfin aux habitants futurs de s'impliquer à la hauteur qui les intéresse. Et ça va créer de l'alimentation locale, de saison, pour tous les habitants. Et ça va aussi permettre d'ancrer le quartier et de proposer une connexion à la nature à la hauteur que les collaborateurs le souhaitent. Merci Nina, Vitaly, Jérémy, merci aux experts d'Arpas Trans. On va conclure cet échange, Gwenaëlle, parce que là ce qu'on se rend compte en fait, c'est que ces labels ils ne sont pas indispensables, mais ils répondent vraiment à un besoin. Alors, ils répondent à un besoin, donc ils donnent des feuilles de route, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et ce qu'on peut aussi travailler à côté de ces feuilles de route, c'est comment on traite la multifonctionnalité de ces espaces qui sont les quartiers. Un des grands enjeux pour nous, pour pouvoir répondre à la question qu'évoquait Vitaly de la décarbonation, c'est un peu ça dont il est question, d'arriver à ce 2 tonnes, si on y arrive, et de travailler sur les sujets de vivant, de biodiversité et de santé. Il y a ce sujet que vous avez évoqué de l'artificialisation des sols, et donc de la nécessité d'être sobre un peu à tous les niveaux. Donc, il nous semble que traiter cette problématique de quelle densité on doit mettre, quelle fonctionnalité on doit mettre. Donc, à ce titre, on a travaillé cette année sur une étude, c'est comment les zones d'activité commerciale peuvent-elles devenir des quartiers du quart d'heure. Donc, j'en reviens un peu au début de cette table ronde. C'est que pour nous, le quartier est une échelle en termes d'espace et de temps qui nous intéresse parce que ça va chercher des leviers qui sont des leviers spatio-temporels intéressants pour traiter ce qui fait en fait notre quotidien et ce qui fait aussi ce qu'est un quartier. C'est difficile de trouver la définition des quartiers. J'ai encore cherché pour la table ronde, mais il y en a des multiples. Bon, ce qu'on sait, c'est que ça a une dimension territoriale, une dimension socio-culturelle et une dimension socio-économique qui doit nous permettre de nous loger, de bien habiter au sens le plus noble du terme, de travailler, de se recréer et de se déplacer. Et c'est bien sur ces 4 piliers qu'il faut qu'on travaille pour amener ces 3 enjeux, carbone, santé et biodiversité. Les référentiels les évoquent avec leur prisme qui est celui du carbone ou celui de la santé ou celui de la biodiversité. Et justement, nous, on est là pour pouvoir à la fois apporter ces aspects techniques avec des outils comme Urban qu'a évoqué, Print qu'a évoqué Vitaly ou les indicateurs qu'a évoqué Jérémy, et d'apporter en plus, en tant que conseil, notre connaissance très fine qu'on travaille depuis 30 ans. On a eu la chance de fêter nos 30 ans cette année, qui est celle de l'usage. Et je crois qu'en alliant technique, usage et nouvelles méthodes et gouvernance, on devrait permettre de trouver un chemin vers quelque chose qui serait ces nouveaux quartiers sobres, résilients et inspirants. Donc on pense aussi que ce qui n'est pas inspirant, ce qui n'est pas désirable, risque d'être un frein à atteindre ces objectifs très très ambitieux que nous avons pour nous et la planète.
Merci beaucoup, c'était passionnant, c'était très intéressant en effet d'aborder ce sujet à l'échelle du quartier puisque la vie s'organise autour du quartier et ses différents ensembles. Merci beaucoup aux experts de Harpestrans qu'on peut retrouver ici donc sur le City by Simi et le Simi. Merci, à très vite pour un nouveau rendez-vous ici sur le Plateau TV.